Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 22e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le grand plaisir de recevoir Enzo Colucci, responsable grand compte chez Sunday et créateur du podcast Phoenix, l'échec mention très bien. Bonjour Enzo. Salut Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs ? Bah écoute, bien sûr, tu l'as fait un petit peu en partie avant, mais donc je m'appelle Enzo, j'ai 28 ans, je suis responsable grand compte chez Sunday. On en parlera après, je pense, plus en détail de ce que c'est que Sunday. À côté de ça, donc comme je l'ai dit, j'ai un podcast sur l'échec, sur la résilience, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, qui s'appelle Phoenix, l'échec mention très bien. Et encore à côté de ça aujourd'hui, parce que j'aime bien me compliquer un peu la vie et j'aime bien faire différentes choses. Du coup, je suis aussi coach pour des boîtes, et à la fois pour des indépendants, sur notamment une verticale assez spécifique sur le call calling, sur la prospection téléphonique. C'est moi quelque chose que j'adore, où je me rends compte que beaucoup de personnes ont peu de formation dessus et où beaucoup d'entreprises ont certains besoins. Donc voilà un petit peu en quelques mots ce que je fais aujourd'hui et qui je suis. D'accord. J'ai d'ailleurs interviewé il n'y a pas très longtemps Mathieu Bernard qui m'a dit justement, qui est growth marketer chez Iconoclast, que tu intervenais chez Iconoclast. Aussi, ouais, ça fait depuis presque le tout début, je suis arrivé à la 2e promo, je crois, d'Iconoclast, d'abord sur un talk inspirant sur l'échec, puis petit à petit, on a fait d'autres choses ensemble. Et c'est une boîte que j'adore tous les gens qui sont dedans, Marie, la fondatrice, Arnaud, Julien, Mathieu, Vanessa, Philippe, Ondine, bref, je peux te citer un peu tout le monde. C'est une boîte que je porte énormément dans mon cœur. Et tu interviens en call calling aussi pour eux ? Ouais, on fait du call ensemble, notamment avec Sunday ou avec l'ancienne boîte chez qui j'étais avec Yelp. Donc c'est assez cool. En plus de l'intervention que je peux faire du coup sur cette notion justement d'échec qui intervient souvent en tout début de parcours, pour un petit peu du coup donner confiance aux étudiants et leur montrer que sur les 4 prochains mois de formation, ils vont se manger des portes et que ça fait partie de la vie. C'est normal en fait, surtout en tant que sales. Personne ne close 100% de ses deals ou réussit à prendre 100% de rendez-vous quand il appelle. Donc faut avoir ça en tête si on veut un petit peu être pugnace et voilà, et arriver à avoir le positif même si c'est compliqué. D'accord. Dis-moi, tu m'as dit que tu avais 28 ans et que tu as, selon ton parcours LinkedIn notamment que j'ai pu observer, ça te fait une énorme expérience dans la vente. Ouais, écoute, pas mal. Moi, si on reprend un peu tout depuis le début, ça fait maintenant quasiment 10 ans en fait que je bosse et que je fais surtout de la vente. Moi, j'ai toujours été passionné par la vente. Je pense que j'ai toujours eu un peu des aptitudes, quelque chose d'un peu inné, sans me la raconter du tout. C'est juste que depuis tout petit, moi, je suis très sociable, je suis très extraverti, je vais souvent vers les autres. J'ai pas mal de tchatch de ce qu'on me disait. Quand j'étais gosse, je revendais des cartes Pokémon quand j'étais au primaire. Et puis après, c'était des scooters quand on était au lycée. Et puis après, c'était encore autre chose. Et en fait, surtout ma première vraie expérience, si on met ce côté un peu rigolo de côté, c'est après le bac, quand je suis parti faire HEC Lausanne. J'ai arrêté du coup en cours d'année parce que j'ai vu que c'était pas fait pour moi et j'ai rebondi instantanément dans une boîte en attendant de finir l'année qui faisait du coup de la levée de fonds pour ONG. Et ça, c'était ma première vraie grosse expérience, je pense, professionnelle. J'avais 19 ans
Et l'objectif de ça, c'était d'arrêter des gens dans la rue, et de leur pitcher une ONG, de leur faire sortir leur carte de crédit et qu'ils s'en mettent pour entre 10 et 20 balles par mois minimum. Donc ça a été extrêmement formateur, surtout à mon jeune âge, à 19 ans. Donc j'ai pris énormément confiance en moi à ce moment-là. Ça a été clairement la meilleure école de vente que j'ai pu faire de ma vie. Je le dis partout où je vais. Donc j'ai pris énormément confiance, j'ai appris à parler aux gens, j'ai appris à me manger des portes justement, j'ai appris à soutirer de l'argent aux gens. Non, je rigole, c'est pas soutirer de l'argent, mais j'ai appris du coup à essayer de montrer ce qu'était du coup la valeur quand on pitch. Et puis après d'autres expériences, après du coup j'étais en alternance parce que j'ai repris des études quand même pour avoir au minimum un bachelor. Moi j'ai pas fait de master, j'ai juste fait un bachelor. Et pendant ces études-là, je fais de l'alternance, donc j'essaie de toucher un peu à tout, y compris au commercial. Et puis surtout, après, en troisième année, je pars en entrepreneuriat, gestion de PME au Canada, où je monte ma boîte. Et moi, du coup, ce qui me faisait kiffer dans ma boîte, c'était de vendre, en fait. C'était l'acquisition, c'était comment je vais chercher des nouveaux clients, quels sont mes clients, comment je leur parle, comment je les attire, comment je les convertis. Et donc, ça m'a un petit peu plus encore conforté dans l'idée que, en fait, c'est la vente qui me botte vraiment, et c'est la vente qui me passionne, c'est l'humain qui me passionne, c'est de créer des relations, c'est de créer de la valeur. Et du coup, après, en rentrant de cette expérience entrepreneuriale, j'ai eu pendant à peu près 1 an, parce qu'on s'est séparé après avec mon associé pour des raisons qui faisaient qu'on divergeait un petit peu sur notre vision de l'entrepreneuriat et d'où on voulait amener la boîte. Du coup, je suis rentré à Paris et j'ai bossé pour une startup qui s'appelle WeHelp, qui à l'époque était une petite startup, qui est une startup donc d'aide à domicile pour personnes âgées. C'est-à-dire qu'on permet aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. On leur apporte de l'aide à domicile, donc pas du côté médical, même médico-social. Et j'ai rejoint cette boîte, on était 10. J'étais le premier business développeur à être recruté. Ils m'ont donné ma chance, j'avais 24 ans. Il fallait développer tout ce qui était outbound, justement, tout ce qui était prescripteur, professionnels médico-sociaux. Donc, j'ai un petit peu essayé de chercher la cible. On a découvert que le milieu hospitalier, c'était ce qui rapportait le plus. Et puis, finalement, je suis monté petit à petit. La boîte a surtout grossi très vite aussi. En 3 ans, on est passé de 10 à 120. On a ouvert 15 villes. Moi, je suis passé key account manager. Et donc, du coup, j'étais responsable de l'expansion de l'outbound sur toute la France. Et puis après, je suis passé head of sales juste avant le Covid. Et donc, je suis resté encore 1 an. Et je me suis fait chasser il y a pile 1 an maintenant, quasiment, par Sunday. Donc, au mois de février-mars 2021. Et on m'a pitché, du coup, ce projet qui est absolument fou. Et j'ai dit, go, ok, je démissionne. J'ai démissionné en 1 semaine et je suis arrivé chez Sunday en tant que responsable grand compte. D'accord. Et Sunday, c'est en fait une application qui permet de payer avec son smartphone directement au restaurant, c'est ça ? Ouais, alors je vais juste jouer sur le mot. C'est pas une application, c'est une web application en tout cas. C'est une solution, c'est exactement ce que tu as dit, Marc. C'est une solution du coup de paiement et maintenant de prise de commande aussi au restaurant. Donc qui a été créé au tout départ par le groupe Big Mama, qui est parti complètement en fait d'un constat. Eux, ils ont créé ça juste pour eux après le premier confinement. Et ils ont eu des stats absolument folles avec un produit comme celui-ci. Ils se sont dit, en fait, qu'est-ce que c'est que ça ? On l'a pas vu venir. Il faut qu'on crée une boîte à côté parce que nous, on vient de gagner 40% de pourboire en plus pour les serveurs. On vient de gagner 15 minutes de rotation de table. Notre ticket moyen, il a augmenté. Et on a 2 clients sur 3 qui payent avec ça. Genre, c'est fou. Donc, en fait, on va créer notre boîte. Et ils ont levé pas mal d'argent dès le départ parce qu'il y a eu des beaux investisseurs tels que Olivier Bertrand, Xavier Niel, Eric Fréchon, des fonds d'investissement du coup aux États-Unis. Et on a levé 24 millions de dollars au bout d'1 mois de création, ce qui est colossal en seed, c'est jamais vu ça perso. Et donc on a ouvert tout de suite 4 pays et là du coup en 1 an Sunday, on est présent dans 10 pays, on est quasiment 400 salariés dans la boîte, on a relevé 100 millions de dollars 6 mois après la création, on a 7000 clients, on transite plus d'1 million d'euros par jour. C'est de la folie, cette boîte. C'est une croissance extraordinaire, c'est du jamais vu. Je pense que c'est du jamais vu. Après, il y en aura sans doute un qui va faire encore mieux, et c'est ça la beauté aussi de l'entrepreneuriat et de la vie. Mais ouais, clairement, moi qui pensais avoir connu de l'hypercroissance avec WeHelp, où on est passé, comme je te dis, de 10 à 120 en 3 ans, ce qui est déjà beaucoup, franchement. Là, passer de 30 à 350 en même pas 1 an, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et toi, tu es responsable grand compte chez Sunday. C'est la première fois que j'entends dans la tech un nom qui serait sans anglicisme. Ouais, c'était une volonté aussi parce que je pourrais très bien dire que je suis enterprise sales, tu comprends, parce que ce serait bien. Mais
Non, mais en fait, on a voulu moi, je le francise parce que moi, ma cible, elle est en France. Je suis responsable grand compte sur la France. On est 2, maintenant 3, depuis officiellement hier. On a une 3e qui nous a rejoint. Et donc, on s'occupe de tous les groupes. Donc, tous les grands groupes, ça veut dire tous ceux qui ont plus de 10 restaurants sur le territoire français. Et donc, comme on a affaire à un milieu de la restauration qui est pas très fan spécialement des startups et des anglicismes, si je me présente en tant que Key Account Manager ou Enterprise Sales, on va dire c'est quoi ton nom bullshit à 2 balles, toi mon coco? Alors que je suis responsable grand compte, bah voilà, j'ai les grands comptes, toi t'es un grand groupe, tu rentres dans ma cible et puis c'est tout, quoi. D'accord, ok. On va pas chercher midi à 14h. Bon, ça marche. On va démarrer directement dans le vif du sujet. Le podcast L'arène des vendeurs légendaires parle du mental dans la vente. Et ça m'intéressait beaucoup de t'avoir sur ce podcast. Je te remercie par avance parce que je sais que tu es un adepte du mental du vendeur, de la résilience notamment. Quelle est pour toi justement, Enzo, la qualité mentale principale d'un bon vendeur? La qualité mentale, moi je pense que c'est l'adaptation. La qualité mentale, c'est qu'on doit être à même de s'adapter justement à n'importe quel type de prospect. C'est la base de la vente, moi je trouve. Tu dois être capable de parler, si je prends mon exemple chez Sunday, au petit restaurateur, à savoir le petit franchisé qui est tout seul, qui essaie de faire un petit peu son beurre, qui va être peut-être très simple, et il va falloir que tu puisses être amené aussi à parler avec un jargon peut-être différent au PDG du groupe. Et ça, je pense que c'est la vraie force du sales, être capable de s'adapter à n'importe quel interlocuteur que j'ai en face de moi. Ouais, je pense que c'est la plus grande, si je dois en choisir une, parce que c'est dur, ta question elle est super dure. Mais je dirais l'adaptation, ouais. Ok. Ça nécessite forcément une grande culture générale pour pouvoir comprendre les problématiques de chaque business, j'imagine. Ouais, forcément une culture générale comme tu dis, et puis surtout en fait un sens du relationnel assez poussé, où peut-être que le but dans tout ça, c'est pas, on en parlera sans doute après, la force du vendeur, c'est pas juste de parler et être une grande gueule. La force du vendeur, c'est d'écouter. Et donc c'est peut-être aussi d'être amené à poser les bonnes questions pour comprendre. Donc quand je rencontre des gens de partout, est-ce que je suis suffisamment intéressé? Ou est-ce que je suis auto-centré? Un sales auto-centré, pour moi, à court terme, il peut peut-être avoir des résultats, mais à long terme, ce sera pas grand-chose. Alors que quelqu'un qui s'intéresse aux autres pleinement, qui pose des questions, comme tu dis, il va accroître sa culture générale, forcément. Et pour ça, il faut un peu s'intéresser aux autres. Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il? Si je devais résumer la vente en un verbe, séduire. Séduire. Ok. Tu peux développer? Ouais, je peux développer justement depuis que je suis chez Sunday, notre big boss Victor Luguer, qui est un mec monstrueux, vraiment monstrueux. En termes de business, j'entends, c'est une machine vraiment ce mec. Et il a toujours dit depuis le départ, séduire c'est plus important que convaincre. Et justement, tu vois, donc si j'explique rapidement, en gros. Convaincre, il va falloir que je pousse, que je trouve des termes vraiment et que j'essaie de te ramener de mon côté un petit peu par tous les moyens. Pour moi, c'est ça un petit peu convaincre. Si je te séduis, je vais employer pareil des termes, et moi, je vais essayer de faire germer en fait une petite graine. Je vais planter une graine en toi, et en fait, cette séduction, c'est toi-même qui va trouver en fait les vertus et les bienfaits en fait de mon produit ou de mon service, et qui va trouver toi-même la réponse à tes besoins avec ce que je t'aurais dit. Je vais pas avoir besoin de te forcer, de te dire si mon produit c'est le meilleur de tout, je t'assure que tu vas gagner 30% de croissance du coup grâce à moi. Alors que si je t'amène du coup d'un autre côté avec peut-être de la preuve sociale, avec autre chose, en fait toi-même tu vas dire mais en fait si c'est un produit qui est fait pour moi, ça en fait, oui je le veux. C'est ça pour moi la séduction. C'est toi qui vas revenir limite vers moi, et c'est toi qui vas avoir vraiment envie du produit. C'est pas moi qui suis obligé de te forcer à te convaincre justement, même si convaincre c'est un très bon terme aussi, je veux pas minimiser ceux qui l'ont employé, mais je préfère séduire que convaincre. D'accord. C'est la première fois qu'on me dit séduire. C'est bien, j'aime bien, c'est moins pushy en fait. C'est ça, exactement, c'est moins pushy. Et je pense que le sales de plus en plus aujourd'hui, il est amené à se réinventer. Je pense que le sales, il a une très mauvaise image depuis des années. On a un peu l'archétype du sales avec sa mallette, avec ses gros sabots qui arrivent, un peu grande gueule, qui écoute pas trop et qui vendrait sa mère. Moi, j'essaie un petit peu justement, et comme plein d'autres gens, de redorer plutôt l'image du sales. Le sales, c'est un créateur de valeur. Le sales, aujourd'hui, si on n'a pas dans ta boîte, t'as beau avoir la meilleure idée de la terre, tu feras rien. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Et il faut retourner, je pense, à ce qui est le principal dans tout ça, c'est l'humain.
et les relations vraiment saines. Et on en parlera après. Moi, avec mes prospects, pas plus tard qu'hier, j'adore déconner. Pourtant, c'est hyper sérieux. Mon taf, il est sérieux. J'ai envie de leur vendre le meilleur produit de la terre. Mais si on peut rire et si limite, moi, je suis toujours à la frontière avec mes prospects. Je suis toujours à la frontière du pro et du pote. Tu vois. Si je peux déconner, dire des conneries pendant, on se tutoie rapidement, c'est super cool. C'est pas pour autant que je vais me permettre quoi que ce soit à côté, mais je vais toujours avoir en tête de leur fournir la meilleure prestation possible. Mais si on peut ramener de l'humain, du vrai, du sincère en fait, de la spontanéité, de la vulnérabilité, c'est ça qui nous lie finalement. Et la vente finalement, c'est que de l'humain à la fin. C'est 80% l'humain pour moi. D'accord. Ça va dans le sens de ma prochaine question, justement. Enzo, quelle est ta vision du métier commercial en 2022 ? Ma vision, justement, on en a un petit peu parlé là, c'est que ça évolue beaucoup. Le sales aujourd'hui, je pense qu'il est obligé un petit peu d'évoluer avec tous les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, tous les outils digitaux, j'entends. Alors dans certains secteurs, tu vas pouvoir encore y aller à l'ancienne, puis on voit que c'est pas non plus nécessaire aujourd'hui de réinventer la roue à chaque fois. Mais je pense qu'il y a justement cette culture générale dont on parlait tout à l'heure, qu'il y a besoin d'avoir. On a besoin de connaître un petit peu quels sont les meilleurs outils à utiliser sans en avoir 35 000 à côté. Et j'en parlais avec certains potes comme des Kevin Dufresne ou autres. Et c'est vrai que le sales aujourd'hui, il tend un petit peu vers le growth, tu vois, genre sans non plus se rapprocher de trop. Le but c'est pas que ce soit un gros hacker, mais que ce soit peut-être un sales hacker, tu vois, pour certains. On a besoin d'avoir un profil beaucoup plus polyvalent en réalité, quelqu'un qui est capable justement d'utiliser un petit peu tous ces outils. C'est pour ça qu'Iconoclast c'est une super belle boîte. C'est que si tu sais bien utiliser ton LinkedIn Sales Navigator, ton Phantom Buster, ton Lemlist, tu vois, genre quelques outils un petit peu comme ça essentiels, du drop contact et tout, en fait tu peux être amené à être toi en tant que premier sales hyper polyvalent dans une jeune startup et promettre à un super bon avenir parce que tu vas être capable au départ de tout faire tout seul sans avoir besoin de créer une équipe colossale en fait. Et donc le job il évolue beaucoup là-dessus, je trouve. Et à la fois on a besoin de pas non plus se focus que sur cette partie du coup digital, et on a besoin surtout de se ramener à l'essentiel, ce que je disais avant, qui est l'humain. Genre moi je suis un sales, mais je suis un humain avant tout. Je suis Enzo. Quand je finis mon taf, je vais boire des pintes avec des potes et je suis une personne normale, tu vois ce que je veux dire. Et donc moi j'aime bien les gens qui sont spontanés, qui sont sincères au taf, que ce soit du coup des sales ou avec les prospects, tu vois, avec qui on échange, mais où il y a un vrai rapport en fait, une vraie convivialité, et pas juste là à se dire attends c'est quoi encore ce sales qui arrive et qui va essayer de me vendre de la merde. Ouh là là. Moi j'essaie tout de suite de casser cette image immédiatement en fait. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans l'évolution du sales, c'est important aussi. Et justement, toi, tes grands comptes, tu les rencontres en physique ou tu les rencontres en visio ? C'est une bonne question, ça dépend. Majoritairement, je vais te dire en visio, en tout cas pour les premiers contacts. Et puis en fait, c'est surtout que nous, sur les grands comptes, on est amené à avoir des conversations avec beaucoup d'interlocuteurs. Et donc, si tu veux être amené à avoir tout le monde dans la boucle pour ton meeting, c'est plus facile en visio. Parce que il se peut que Jean, il soit parti du coup je sais pas où à la campagne en télétravail. Jeanne, elle est partie pareil, elle revient de vacances ou je ne sais quoi. Chez nous, comme en Baptiste, pareil, il est pas là. Enfin bref, du coup c'est un peu galère. Et sur les grands comptes, on est quand même majoritairement en visio. Et après, quand ça se passe bien, on va se faire un déj et tout. Puis là, du coup, c'est sympa de pouvoir se rencontrer en vrai et de mettre vraiment un visage sur un nom. D'accord. Les meilleurs commerciaux, pour moi, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ? C'est vrai. Je pense que le commercial de base, alors c'est une généralité, faut prendre ça avec des pincettes, mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ego, le commercial. Et je pense que c'est, alors c'est dû à, on va pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais forcément c'est dû à un passé peut-être parfois douloureux sur certains points, je sais pas. Et donc je pense que ce que tu dis c'est vrai. Le sales il a besoin de reconnaissance. Il a besoin de reconnaissance avant tout. Il a besoin de reconnaissance de par ses pairs. Il a besoin de reconnaissance de ses collègues. Il a besoin de reconnaissance vraiment de tout le monde autour de lui. Il a besoin d'être un peu quand même le centre, tu vois, genre de l'attention. Il aime le sales, tu vois, genre être le performeur. Il aime montrer que c'est lui qui ramène du bise et il aime qu'on le félicite. Donc je pense que tu as raison et je pense que ce besoin, c'est un besoin de reconnaissance. Je suis d'accord avec toi. J'aime bien. Ton avis est tranché à ce niveau-là. C'est bien. Faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat.
Hein. Totalement. Mais après ça, on peut en faire une force. Hein. C'est pas une tare aujourd'hui d'avoir un besoin de reconnaissance. Ce qu'il faut juste, c'est le jauger, parce que le sales, justement, dans son ego un petit peu prépondérant, il a tendance à être un peu trop grande gueule. Et ce dont il doit faire preuve avant tout, c'est d'humilité. Et ça, c'est le plus dur quand on est sales, parce que t'as beau être le meilleur performeur, t'as beau faire ce que tu veux, enfin, tu restes encore une fois un humain, et t'as pas à te croire meilleur que les autres. Alors oui, un petit peu, toi, dans ta tête, il faut te le dire que t'es meilleur que les autres. Moi, j'ai cette mentalité parce que j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau, donc je me devais de me dire que j'étais meilleur que les autres. Mais calmaté, garçon, calmaté. Genre, c'est pas parce que là, ce mois-ci, t'as explosé les objets, le mois prochain, ça repart à zéro. Donc, fais pas la grande gueule, parce que potentiellement tu vas te péter la tronche le mois d'après, tu vois. Donc l'humilité, c'est quelque chose dont on doit tous faire preuve, et les sales encore plus. D'ailleurs, dans l'accompagnement que j'ai pu avoir avec certains commerciaux, ce que j'ai pu remarquer souvent, c'est qu'il arrive ultra déterminé. Les 2-3 premiers mois, il va performer comme il faut, et puis après, ça va stagner et il va plus rien se passer, quoi. Tout ça parce qu'il sera resté dans sa mentalité, je suis le meilleur, de toute façon, j'ai plus rien à prouver, j'ai prouvé en 2 mois, et il se remet plus en cause, là, à ce moment-là. Ouais. Et là, c'est le drame. C'est totalement le drame, et justement, il faut se remettre en question en permanence. J'ai envie de dire la chance, et parfois la malchance qu'on a justement en tant que sales, c'est que souvent on a des objectifs qui sont soit mensuels pour certains, soit trimestriels. Donc en fait, ça repart à zéro tout le temps. Enfin, moi, tu vois, personnellement, sur Q1 là 2022, j'ai explosé mes objets, littéralement, mais sur Q2, je repars à zéro en fait. Donc je me dis pas, ça y est, c'est gagné, ça y est, 2022, c'est fini. Non, t'as fait un très bon trimestre, t'as pris de l'avance, mais ça repart à zéro là dès avril. Donc on se refocus, on repriorise les tâches, on sait quels sont les comptes qu'on va aller du coup target, on se donne une cible concrète, et surtout on ferme sa mouille. C'est clair. Quels sont les fondamentaux du métier commercial selon toi, Enzo ? Les fondamentaux, je dirais, être à même de cibler du coup, de cibler un marché, de cibler du coup son ICP, son prospect type. Donc être capable d'identifier ça, être capable d'utiliser du coup les bons canaux, être capable de prospecter. Quels sont du coup de prioriser du coup les canaux qui semblent être les plus importants. Est-ce que c'est du téléphone? Est-ce que c'est du mail? Est-ce que c'est du LinkedIn? Est-ce que c'est du salon? Est-ce que c'est du réseau social? Donc bien ciblé, bien contacté. Après, les fondamentaux, c'est une bonne phase de découverte pour moi. Être à même du coup de bien comprendre quels sont les besoins du coup de mon prospect, comment aujourd'hui il fonctionne, pour être à même derrière d'axer au mieux du coup mon pitch. Et après, je dirais l'art de la relance. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. D'être amené du coup à relancer son prospect comme il se doit, sans passer pour un gros forceur, un gros shark. Voilà un petit peu les fondamentaux. J'ai un petit peu tout bêtement essayé de te donner tous les stages d'un pipe, d'un closing quoi, de A à Z. Mais une fois que tu sais gérer ça, globalement, ça se passe plutôt bien pour toi. C'est clair. Est-ce que tu as des valeurs, t'en as parlé, l'humour notamment. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale ? Ah ouais, l'humour, franchement, j'essaie que ce soit vraiment prépondérant. J'essaie de dire beaucoup de conneries, un peu subtiles, mais en tout cas, j'essaie de détendre vachement l'atmosphère dans tous mes meetings. Je parle pas du coup de ma vie au bureau, parce que là, je laisserai mes collègues dire à quel point je suis parfois un peu foufou. Mais non, l'humour pour moi, c'est hyper important. Les valeurs, c'est aussi les valeurs de résilience, parce que comme on en parlait avant, et puis là aussi c'est très lié à mon podcast que je fais à côté, mais ne pas baisser les bras, même dans les moments difficiles. Ça nous arrive tous, hein. Moi, j'ai des moments de doute énormes, hein, que ce soit du coup dans mon taf ou dans autre chose. Mais l'aspect de résilience, il est primordial. Réussir à être déterminé. L'humour, si je dois t'en choisir une dernière, celle-là, elle est extrêmement dure, mais je dirais la patience. Genre, faut réussir à être patient en tant que sales. Faut arrêter de vouloir tout closer en one shot. Parfois, tu vas y arriver. Mais comme je dis toujours, faut arrêter de se concentrer que là-dessus. Enfin, un rendez-vous, ça se close pas à la fin. En tout cas, moi, sur les grands comptes, certainement pas. Mais il faut arrêter de vouloir mettre la charrue avant les bœufs tout le temps et faire preuve de patience. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur aussi dans la vente. C'est un beau message. On a le stress. Tu vois, on a le stress des résultats, on a le stress des managers au-dessus, ce qui est normal. Mais il faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire
ok, je sais que là ça close pas, mais t'inquiète, je sais que d'ici la fin du mois ça va le faire, parce que j'ai fait ce qu'il fallait pendant le meeting et j'ai compris du coup quels étaient le besoin et je sais que du coup j'ai fait un bon rendez-vous et je sais comment derrière je vais relancer du coup mon prospect et je sais à quelle date, etc. Donc c'est quelque chose aussi de très très minutieux. Enfin, du coup j'en ai plein qui me viennent en tête. J'allais dire du coup la rigueur, ça va te perdre. C'est la rigueur. Un sales se doit d'être rigoureux et organisé et faire preuve du coup du souci du détail, de beaucoup de minutie aussi. Ça c'est important. Ça fait sens, la patience notamment avec ce focus plutôt sur le processus que sur le résultat. Totalement. Ouais, puis ça du coup c'est dans la vie de tous les jours. Hein. Je pense qu'il faut se focus davantage sur le process que sur le résultat. Il faut avoir un objectif en tête, c'est important du coup d'avoir une vision claire de où on veut aller. Mais là où il faut prendre du plaisir, c'est sur le chemin. Alors c'est très bateau ce que je dis peut-être pour certains qui écouteront, mais c'est la réalité en fait. Je vais pas tortiller du cul pour chier droit comme dirait l'autre. C'est le chemin qui est beau. Donc il y a plein de merdes qui vont se mettre sur ta route, c'est sûr. Mais si t'aimes le process, si t'aimes les gens avec qui t'es, si tu crois fermement dans ton produit, dans ton service, les embûches que tu vas avoir sur ta route, tu vas être amené à passer au-dessus, clairement. C'est sûr. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais ? La prospection. Je dirais que le fait d'avoir toujours un pipe suffisamment plein, ça, je pense que c'est la base pour un sales. Il faut réussir à être constant, justement. La constance, c'est ce qu'il y a de plus dur globalement dans la vie, hein, et dans le sales aussi, que ce soit du coup au niveau des résultats, mais au niveau des actions qu'on met en place au quotidien, d'où la rigueur et l'organisation dont je parlais avant. Mais avoir un pipe suffisamment rempli pour me dire que là, je commence le mois ou je commence la semaine, je suis pas à poil. Et ça, c'est hyper important, parce qu'il y a beaucoup de sales, malheureusement, qui se concentrent pendant une semaine sur un certain nombre de comptes, qui mettent de côté leur prospection, et qui après, du coup, arrivent, comme je te dis, soit en début de mois, au début de trimestre, et se dire, merde, en fait, faut que je reparte à zéro, là. Oula, pendant une semaine, j'ai rien à mettre sous la dent, j'ai pas un rendez-vous à faire. Moi, tu me verras jamais une semaine sans rendez-vous. C'est impossible. J'ai minimum 5 rendez-vous par semaine. Ça n'existe pas une semaine sans rendez-vous pour moi. Et ça, c'est un point d'honneur que je mets. Tout à fait. C'est ce qui fait que les sales qui n'ont pas compris ça ont des rendez-vous irréguliers parce qu'ils sont dans un cycle où ils font de la prospection, ils ont des affaires en cours, ensuite ils arrêtent, ils traitent leurs affaires, ils se disent mince, il faut que je recommence la prospection, ils recommencent la prospection et en fait ça fait comme ça en dents de scie en permanence. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi, Marc. Ok, on va parler sport justement, enfin on va parler énergie surtout dans la vente pour performer. Tu me disais que tu avais un passif de sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu as fait comme sport ? J'ai fait du basket pendant longtemps. J'ai fait beaucoup de basket pendant 10 ans et j'étais en sport-études du coup jusqu'au bac. Et donc ce sport-là, à quel endroit ? ça a été toute ma vie. Je jouais à Versailles, je jouais en National 3 à Versailles. D'accord. J'ai fait du basket à haut niveau moi aussi, figure-toi. Ah ouais, on va aller se taper un petit basket en dehors. Alors Marc, avec plaisir. Hein. Ça fait quelques années que je touche plus la balle et que ça me manque. Je suis juste un adepte de la NBA, donc parfois je me couche très tard. Donc ça, j'arrive pas à passer à côté de ça. Mais non, le sport, c'est énorme. Et le sport co, alors je vais dire tout sport et même d'ailleurs toute discipline artistique, quelle qu'elle soit, je pense qu'elle t'amène du coup justement une rigueur et une discipline dans la vie. Ça peut être du coup de la peinture, de la musique, ce que tu veux. Hein. Mais moi, du coup, le sport, forcément, ça me permettait de me canaliser beaucoup. Et le sport co, surtout, parce que je trouve qu'il y a des valeurs en sport co, de partage, soit du coup dans la défaite ou dans le succès, qui t'apprennent vachement, en tout cas, à bosser en entreprise après. Et donc ça m'a énormément aidé de faire du sport pendant plus de 10 ans. Je continue du coup à pratiquer, mais c'est une drogue le sport. C'est sûr. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a un parallèle super intéressant à faire entre le sport de haut niveau et la vente, justement. Les ressorts sont semblables. Je suis entièrement d'accord. Le sportif, on le voit beaucoup, et d'ailleurs, Iconoclast, encore une fois, je décide beaucoup parce que je vois toutes leurs promos, donc forcément, je suis bien placé pour. Mais ils ont souvent quelques sportifs à chaque fois qui sortent du coup de leurs promos, et c'est vrai qu'on voit les mecs qui ont un mental de battant, qui tu vois tous ces aspects dont on parlait tout à l'heure, déjà de discipline, de rigueur, de résilience. C'est des choses qu'ils appliquent quotidiennement en fait. Quand tu dois te taper 2 à 4 heures d'entraînement par jour, que tu dois faire des sacrifices le week-end à pas sortir pour aller en match, que tu dois faire des déplacements. Que t'arrives, que tu fais des entraînements de merde ou que tu fais des matchs de merde et que tu rates du coup tous tes shoots ou que tu rates du coup toutes tes actions et que t'as une remise en question perpétuelle pour que la prochaine fois quand t'arrives sur le terrain, tu repasses pas les mêmes conneries. Et en fait, c'est ça, tu vois, genre le sport et c'est très semblable à ta vie de sales finalement.
Donc toutes ces valeurs-là, ouais, elles sont communes. Et tous ceux qui ont fait du sport, et comme je te disais, globalement, une discipline artistique, ont un avantage considérable dans le sales par rapport à ceux qui ont rien fait. Ça veut pas dire que ceux qui ont rien fait seront pas bons, mais les autres partent pour moi avec un sacré avantage. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Enzo, une vente parfaite? Une vente parfaite, c'est quand j'ai pas beaucoup besoin de parler. En gros, c'est quand le sales, il pose des questions, qu'il écoute justement plus qu'il ne parle. Et une vente parfaite, c'est là où il y a, j'allais dire pas d'objection, mais si, il faut quelques objections, parce que s'il y a pas d'objection, ça veut dire que la personne a peut-être pas forcément tout compris. Et une vente parfaite, c'est une vente qui close, hein, forcément. Ok. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès? D'un point de vue commercial, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est forcément l'atteinte d'objectifs, voir la surperformance. Moi, je cherche toujours à surperformer. On me donne des objectifs trimestriels. Mon but, c'est de les éclater. C'est pas juste d'arriver à 100% et me dire que j'ai fait mon job et je peux rentrer à la maison regarder Netflix. Ça m'intéresse pas trop. Non, moi, mon job dans tous les jours, c'est de surperformer, c'est de me dire je veux être numéro 1. Enfin, moi, c'est dans ma tête, c'est ça. Aujourd'hui, je veux être numéro 1 de Sunday. Je veux montrer à tout le monde que même si je connais rien à la restauration et que ça fait seulement 1 an que je suis là pour tout casser, quoi. Ok. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie? Il y en a eu plein. En vrai, là, tu vois, tout de suite, j'en ai 3. J'ai les fameux choris que j'ai fait du coup à 19 ans. Ça, pour moi, c'était une opportunité parce que j'étais au fond du gouffre à ce moment-là. Je venais du coup d'arrêter HEC. Enfin, je venais du coup à la fois de foirer mes examens. J'avais eu un décès. Je venais de perdre mon permis parce que j'avais passé une soirée alcoolisée justement à cause des examens. Et j'étais au fond du seau et il me restait un semestre à faire en Suisse. Et j'ai un pote qui m'a dit, parce que c'est super dur de trouver du taf en Suisse quand t'es pas suisse, même quand t'es étudiant. J'avais postulé chez McDo, au cinéma Pathé, tous les trucs possibles. J'avais été pris nulle part. Et j'ai un de mes potes sur place qui était à HEC avec moi, qui me dit, mec, j'ai un de mes potes qui français lui aussi, qui avait fait ce job-là à l'époque. Tiens, regarde. Je sais pas où je suis, je me rappelle très bien. Je me rappelle l'instant T où je te parle. Là, j'étais allongé dans mon lit, dans mon studio de 16 mètres carrés, et je regarde avec l'ordi sur mon bide le site de ce truc-là. Je comprends pas trop ce que c'est. Je fais postuler. On me dit, donc c'était un mercredi. On me dit viens demain. Je débarque le jeudi. C'est même pas un entretien. On est plusieurs. On est en groupe autour. Chacun parle. Moi, ils voient que j'ai un peu de tchatch et tout. Ils me disent ok, viens, monte. Ils me disent raconte-moi une blague. Je dis j'en ai pas. Je sais pas te raconter de blague. Moi, je suis nul. Elle me dit ok, raconte-moi ce que c'est ton dernier film que t'as été voir. Ah, je suis allé voir Batman. Ah, ok, c'était bien. Ah ouais, c'était génial. Franchement, j'avais adoré le truc. Ok, essaie de me convaincre que c'est nul. Et là, du coup, je switch. Écoute, je t'explique, c'est n'importe quoi ce film, vraiment. C'est comme d'habitude. Et le héros, et gna gna gna. Et je leur fais une scène et je me marre en même temps. Et la nana éclate de rire. Et du coup, je suis pris dans ce job, tu vois. Donc, en fait, je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là. J'étais tellement au fond du seau que je me suis laissé porter. Mon pote m'a dit, va regarder. J'y suis allé. Et finalement, je suis rentré dans ce job-là, qui a été très dur les 2 premières semaines, mais qui m'a permis, comme je t'ai dit au début, de gagner une confiance en moi incroyable, d'apprendre à me prendre des portes, d'apprendre à travailler aussi en équipe, de me dire que quand on est dimanche, je fais chier qu'on soit pas lundi pour aller bosser. Littéralement, c'est ce que je me disais à l'époque, tellement j'aimais les gens avec qui je bossais et que j'aimais le job. Et ça, c'était une des premières opportunités que j'ai saisies, tu vois, genre qui sort de nulle part. La deuxième, je dirais, c'est Sunday, en fait. C'est parce que WeHelp, j'allais dire, j'adore cette boîte pour qui j'ai bossé pendant 3 ans et demi, mais c'est moi qui suis allé les chercher. Enfin, c'est moi qui ai postulé. Alors que Sunday, il y a 1 an, j'ai rien postulé du tout. On est venu me chercher, on m'a dit, mec, tu veux en être avec nous de ce truc-là? Et franchement, avec le recul, je me serais bouffé les noix là aujourd'hui si j'avais dit non, vraiment. Donc, je pense que j'ai bien fait de dire oui. Ok, c'est une belle anecdote que tu nous as partagée. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale? Écoute, justement. Je pense que ça doit être celui-là. C'est assez con, mais j'hésite entre écoute et ne sous-estime jamais la concurrence. Ça, c'est un truc souvent quand on est sales aussi, comme on disait tout à l'heure, on est un petit peu auto-centré. On croit que notre produit, notre service, c'est le meilleur de tout, ce qui a jamais existé dans l'univers, tu vois.
Et en fait, souvent, on a tendance à un peu rabaisser. Alors, ne surtout jamais rabaisser un concurrent. C'est peut-être aussi celui-là, tu vois. Ne jamais rabaisser ouvertement un concurrent. Tu peux très bien faire entendre que ton produit, ton service est mieux que le sien, mais ne jamais tirer à boulet rouge sur un concurrent. C'est hyper mal vu et tu te tires une balle dans le pied en faisant ça, littéralement. Ça c'est sûr. Ne jamais rabaisser la concurrence. Il faut le répéter, le marteler, c'est basique, mais ô combien efficace. Ouais. Dès que tu fais ça, t'es mort. Je suis d'accord. Et ne pas se concentrer justement sur lui, en fait. Si recentre-toi sur toi, ton produit, ton service, sur la valeur ajoutée que toi tu crées, en fait. Et surtout tes clients existants. Ce que j'apprends aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que la force, elle est pas dans ta fonctionnalité. La force, elle est dans ta preuve sociale, elle est dans tes clients existants. Quand tu pars à zéro forcément et que t'as pas de clients, bah c'est dur, il faut aller un peu les chercher. Et le plus dur souvent c'est le premier, c'est celui qui te fera confiance quand il y a personne. Une fois que tu commences à en avoir, moi aujourd'hui je passe mon temps à concentrer mon pitch aussi sur le panel de clients incroyables qu'on a aujourd'hui chez Sunday, parce que c'est ça notre force aujourd'hui. Si ces gens-là nous font confiance, qui sont finalement des comptes avec des besoins similaires aux prospects que je target, si eux nous font confiance, enfin pourquoi pas vous. Et on se parle pas du pain du coin quoi qu'on a. Donc ça c'est une grande force aussi de se centrer là-dessus sur notre preuve sociale. Une question que je pose à tous mes invités et que j'apprécie particulièrement, c'est quelle est selon toi, Enzo, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Je suis quelqu'un, je pense, de très spontané et sans filtre. Et moi, d'ailleurs, j'hésite pas à être vulgaire parfois. Alors, je sais pas des conseils que je donne à des commerciaux, parce que justement, je pense que moi, je peux le faire. Je pense que d'autres pourraient pas se permettre ce que je fais, parce que je le fais d'une certaine façon. Ça, je le maîtrise pas trop. C'est un truc que j'ai un peu comme ça en moi. Mais je suis quelqu'un d'assez vulgaire. Mais aujourd'hui, je choisis mon vulgaire, et je trouve que c'est ce vulgaire-là que je rends. En fait, je banalise un petit peu. Enfin, tu vois, comment je pourrais dire ça, je rends vraiment la relation humaine, sincère et très simple en fait. Moi, je suis quelqu'un de très simple et je pense que ça se ressent. Et on sent que je suis pas là pour mettre des carottes ou des quenelles à qui que ce soit. Et j'ai pas de honte à le dire. Et du coup, je pense que c'est mon franc-parler. Je pense que mon franc-parler m'aide beaucoup dans mon job de tous les jours. Parce que je pense que beaucoup de gens pourraient pas se permettre de dire ce que je dis. Mais bizarrement avec moi ça passe. Du coup. Et pourtant t'arrives à séduire quand même, tu vois, comme quoi. Et pourtant ça va, parce que tu peux dire de la merde et avoir un grand sourire. Et donc souvent le sourire récompense, tu vois. Si on sent que, faut juste sentir que la personne elle est sincère en face de toi. Si on sent que t'es en train de bullshiter, moi le premier, je vais dire oui. Après quand tu vas me rappeler, je vais boycotter ton numéro. Si je sens que la personne elle est sincère, qu'elle me dit des trucs et donc qu'elle hésite pas non plus à me faire part du coup des doutes, tu vois, genre de son produit, de son service ou d'elle-même. Bah tu vois, encore une fois, cette vulnérabilité qu'on a tous, il faut pas la masquer, je pense, en tant que sales. Je pense que c'est important. Ok. On va parler de quelque chose où j'avais vu d'ailleurs des vidéos de toi qui étaient super bien, ça m'a donné envie de t'interviewer. C'est l'importance de l'organisation dans le métier de sales. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale ? Alors, la bonne organisation commerciale, je sais pas si j'en ai une universelle, parce que ça va dépendre aussi bien sûr de chaque typologie de sales. Est-ce que tu es SDR, BDR, est-ce que tu fais du grand compte, est-ce que tu es au partner, est-ce que tu es à compte exécutif, etc., head of sales. Mais je pense que l'organisation, c'est vraiment la clé du sales. Donc, à savoir, il faut que je connaisse déjà moi mes moments de productivité dans une journée pour pouvoir y mettre justement des slots de travail, que ce soit du coup sur des sujets long terme ou que ce soit justement mes rendez-vous. Je sais que je suis très performant de 10h à midi, donc idéalement je vais essayer de caler mes rendez-vous là parce qu'il faut que je sois performant en rendez-vous. Donc avoir du coup toute ta prospection aussi qui est calée du coup dans la semaine, tes slots de relance. Moi, tu verrais mon agenda, c'est un bordel à couleur comme je dis toujours, tu vois, genre. Et là aujourd'hui on se voit, tu vois, on se cale l'enregistrement à 8h30. Moi je suis levé à 7h, j'ai déjà fait une journée le matin avec un peu de sport, des trucs et tout. Et en fait mes journées elles sont calées. En fait une organisation c'est quoi ? C'est que quand j'arrive en début de semaine, je sais tout ce que j'ai à faire.
et j'arrive pas en me disant ah tiens aujourd'hui qu'est-ce que je vais branler de 14 à 16 heures, tiens j'ai un petit trou, tu vois. Ça peut arriver d'avoir des trous dans son agenda, mais c'est des trous que tu te laisses consciemment, soit pour travailler sur des sujets, soit pour avoir des trucs qui peuvent intervenir parce que tu vas avoir des sujets de groupe, tu vois, ou des trucs en commun avec d'autres pôles, ou des rendez-vous qui peuvent tomber un petit peu à l'improviste. Mais un bon sales, une bonne organisation, c'est j'arrive le lundi, je sais tout ce que je vais faire dans tous mes jours de la semaine. Et j'ai pas un moment entre guillemets à me pignoler, à pas savoir ce que je vais faire. Ça c'est important. Ok. On va parler gestion des émotions également dans la vente parce que la vente c'est émotionnel, hein, comme on le sait, et puis c'est émotionnel aussi dans la pression des résultats. Est-ce que tu as des conseils, des tips à partager pour bien gérer ces émotions dans la vente? La première des choses, je dirais, c'est d'avoir c'est con, hein, mais en fait le pro et le perso c'est étroitement lié. Donc déjà, je dirais d'avoir en fait un équilibre, en tout cas une hygiène de vie assez saine. Si tu as une hygiène de vie dégueulasse, forcément tu vas être plus enclin à tomber dans des phases de down quand ça va pas. Donc quand je dis une hygiène de vie saine, ça veut pas dire faut cocher toutes les cases. Moi typiquement, en tout cas, ce que j'essaie d'avoir, c'est de bien manger du coup tous les jours, c'est de faire un petit peu de sport tous les jours, c'est de voir du coup des gens positifs autour de moi, c'est d'essayer d'être moins con, tu vois, genre le lendemain, hein. Et donc ça veut dire que je m'intéresse du coup à d'autres sujets du coup en parallèle de ça. Mais une hygiène de vie saine, c'est hyper important pour arriver à combler, en tout cas, ou à anticiper un peu ces montagnes russes qu'on vit nous tous au quotidien en tant que sales. Et je dirais également qu'il faut pas hésiter à partager en fait ses doutes, que ce soit du coup avec des collègues. Donc faut pas hésiter à le dire. Ça veut pas dire qu'il faut chouiner, ça veut dire qu'il faut partager. Putain, en ce moment je comprends pas, j'y arrive pas, c'est compliqué, mon pipe il est vide. Putain, en ce moment je comprends pas, dès que je relance j'ai personne. Comment tu fais? Tu vois, genre ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, que ce soit aux côtés du coup de ses collègues et de son manager. Moi, mon manager, je lui dis quand ça va pas, et il le sait de toute façon, il est pas con. Donc, il faut surtout pas hésiter à partager ses doutes pour aller chercher justement de la force et des nouvelles idées. C'est pas toi tout seul dans ton coin en boule que d'un coup la lumière elle va arriver au-dessus de toi et dire ah tiens c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Ah non, regarde, fais un peu de veille, regarde comment les gens font à côté, inspire-toi et hésite pas à réseauter. Le réseau, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais c'est une des choses les plus importantes réellement en vente. C'est ce qui va faire potentiellement que tu vas closer une vente ou que tu vas récupérer une vente parce que tu as quelqu'un dans ton carnet d'adresses qui connaît ce mec-là, qui te parle pas depuis le début et parce que lui il le connaît, maintenant il va te parler. Donc le réseau c'est hyper important et dans des moments de doute, allez voir ce que font les autres sales. Moi pendant un moment, j'allais regarder tous les autres head of sales quand j'étais head of sales de mon ancienne boîte. Je voulais savoir comment ils manageaient parce que moi j'avais jamais managé, donc comment tu fais, comment tu gères tes équipes, c'est quoi ton quotidien. Donc pareil, t'es AE, t'es SDR, t'es BDR, t'es ce que tu veux. Va chercher tes semblables dans d'autres boîtes, même dans d'autres secteurs d'activité. Va demander comment ils font. Va demander comment eux, justement, ils gèrent leurs doutes et leurs incertitudes au quotidien. Tu verras qu'en fait, on a tous les mêmes problématiques en tant que sales. Donc, ça, je pense que c'est important, le partage. Ok. Justement, est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne quand tu rates une vente? Ah ouais, j'ai envie de m'éclater la tête contre un mur quand je rate une vente. Vraiment, j'ai horreur de ça. Je suis très mauvais perdant. Dans le sport. D'ailleurs, je précise que je ne suis pas mauvais joueur, je suis mauvais perdant. Un mauvais joueur, c'est quelqu'un qui peut tricher. Moi, je triche pas. Par contre, je suis mauvais perdant. Quand je perds, je l'ai mauvaise, mais genre, je l'ai mauvaise. Genre, vaut mieux pas me parler pendant un petit moment, tu vois. Je vais aller faire un peu de sport, je vais un peu aller extérioriser ça. Et après, je vais prendre du recul sur le truc, je vais dire, bon, bah voilà, maintenant, on va se poser. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Bah oui, forcément, du coup, la découverte, elle a été dégueulasse. J'ai pas demandé ça. J'ai pas su, du coup, qu'est-ce qu'il était en train de lui d'utiliser. J'ai pas essayé de bien comprendre quels étaient ses besoins. Ouais, du coup, je me suis auto-centré sur mon produit, mon service. Bah ouais, j'ai pas parlé de ça. Donc, sur une vente, ça va me faire chier. Je vais être ultra énervé. Et en même temps, pareil, je vais essayer d'analyser ça avec mon manager et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a foiré? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'on va pas refaire la prochaine fois? Et à la fois, grâce à Kevin, du coup, la personne qui m'a recruté aujourd'hui, qui est notre Head of Sales Monde, j'ai aussi appris que une vente, c'est jamais perdu. Et ça, c'est énorme aussi d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'une vente, elle est jamais perdue. Là, pour l'instant, elle est passée à côté. Mais on va se rappeler dans quelques mois ou dans un an et on va voir si elle est perdue, la vente. C'est ça. Moi, j'ai en parallèle, j'ai une agence web. Donc, j'ai souvent des gens qui me disent non, c'est bon, j'ai pas besoin de vos services pour le moment. Mais dans le CRM, je les replace toujours à un moment donné et puis des fois, bim, ça tombe.
C'est exactement ça. Voilà. Il faut être amené à relancer du coup là-dessus au bon moment, déjà anticiper quelle va être du coup la prochaine action, se donner une deadline, se dire ok là ma vente elle est foirée, ok bon bah on va attendre la rentrée de septembre, on va renvoyer du coup un petit message, on va voir comment ça se passe, on va essayer de passer par une fenêtre puisque la porte a été fermée. Peut-être que j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir parce que justement dans mon réseau j'ai un tel ou un tel et que ça va me permettre du coup de rebondir là-dessus. Donc une vente elle est jamais perdue. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois vrai, Enzo, et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde? Qu'est-ce que je crois vrai? Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que je crois vrai? Croive? C'est un verbe, coivre? Croive? Qu'est-ce que je crois vrai, mais qui va à l'opposé des gens? Qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour vendre, en fait. On n'a pas besoin d'arriver le matin et d'enfiler du coup son costume de commercial grand compte ou de Enzo Colucci de Sunday. Le Enzo Colucci, c'est le même que sur Phoenix, c'est le même qu'en tant que coach, c'est le même qu'avec ses potes quand il va boire des pintes. Et que du coup, il n'y a pas besoin de jouer un rôle dans sa vie. Il y a besoin d'être professionnel, c'est normal. On est au taf, hein, on nous verse un salaire, donc on se doit d'être méticuleux et d'être pro. Mais c'est pas pour autant qu'il faut jouer un rôle. Et moi, j'aime certainement pas ça. Je joue aucun rôle. D'accord. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle? Ouais, j'en ai deux. Une qui est justement très marquée avec mon podcast, qui est c'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Ça, c'est un premier mantra. Et il y en a un autre que j'avais un peu découvert dans un bouquin d'ailleurs, je crois, quand je faisais pas mal de méditation à l'époque, quand j'avais ma boîte, qui est mon cœur et ma boussole. Ah, j'aime bien celui-ci aussi. Mon cœur un peu de mantra que j'ai. Ok. Voilà. Ça donne le côté intuition comme ça, un peu, je trouve, comme ça m'évoque l'intuition. Moi. Exactement. D'accord, justement, est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire? Une punchline de vendeur légendaire. Oh putain. Ouais, ben quand je décroche mon tel, en fait, je sais pas, c'est pas vraiment une punchline, c'est plus un état d'esprit. Je pense à chaque fois que je décroche mon tel ou à chaque fois que je vais à un rendez-vous, j'ai toujours le smile. Et ça se voit. Alors, j'ai pas de punchline préfaite. D'ailleurs, tu me donnes envie d'y bosser. Du coup, ce qu'il faudrait que j'en ai une, tiens. Il faudrait que j'ai une belle punchline. En réalité, j'en ai pas parce que ce qu'on disait, tu vois, au début, c'est que je m'adapte. Et donc, j'ai jamais une punchline que je répercute partout. Il y en a. Alors, attends, tiens, si, il y a un truc. Et je le donne parfois du coup en coaching et c'est une phrase assez forte si on veut un petit peu déceler des trucs qu'on n'aurait pas vu pendant le rendez-vous et qui va nous permettre de savoir si on peut closer ou pas. C'est de demander du coup à son prospect sur une échelle de 1 à 10 à combien aujourd'hui on peut travailler ensemble. Et donc bien souvent du coup la personne elle te répondra jamais 10, donc elle te répondra peut-être 5, 6, 7, 8. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour arriver jusqu'à 10? C'est quoi ce qui me manque aujourd'hui? Et du coup, ça, c'est assez fort parce qu'il y a plein d'éléments que tu auras peut-être ratés lors du rendez-vous que la personne va te donner à ce moment-là. Moi, ça m'est arrivé sur plusieurs ventes où au départ, le gars me dit 5. Et du coup, je dis en rigolant, non, c'est pas beaucoup 5. Franchement, il me reste du boulot. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver jusqu'à 10 là? Et du coup, il me dit, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai ça, Dans ma tête, je me dis, what the fuck, mais il m'a rien dit pendant le meeting. Et là, le gars, il me dit ça. Et du coup, j'ai repris tous les points 1 à 1. OK, alors sur ce point-là, tac. Je lui refais le mail de follow-up. Une semaine après, je le closais. Ah oui, c'est une phrase qui est assez forte. Ah ouais, c'est excellent. Ça donne un axe de progression, en fait, surtout. Totalement. Et même lui, ça le projette sur... d'accord, si j'arrive à 10, ça veut dire que je signe, en fait. Exactement. Donc je sais pas si c'est vraiment une punchline, mais c'est un petit tips pour closer qui est assez costaud, moi je trouve. D'accord. C'est des tips, encore une fois, qui sont liés au sport. Il y a quand même vachement de parallèles. Bah ouais, c'est clair, on se refait pas. Tiens, je fais un peu de pub justement. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les 24 clés mentales pour devenir un vendeur légendaire, où je fais un parallèle avec le sport et avec le basket notamment, puisque tu vois la couverture, un de mes joueurs préférés, voilà, un de mes joueurs préférés, paix à son âme, effectivement, voilà, qui avait un mental, la Mamba mentality, quoi, un mental de malade. Ah, tu vas m'envoyer ce livre avec une dédicace, mon petit Marc. Ouais, je vais t'envoyer ce livre avec une dédicace.
Ça marche. Bah écoutez, Enzo, on arrive à la fin de ce podcast, de cet entretien. Je te remercie en tous les cas pour tout ce que tu as partagé, mais c'est pas tout à fait fini. Oh putain. Comme dans le sport, tu sais, j'aime toujours terminer par un top 5. Voilà, hein, les meilleures actions. Tu vois un peu l'esprit. Ok. Hein. Ouais, je vois très bien. Donc, c'est 5 questions rapides, peut-être des choses que tu as déjà dites, notamment une à laquelle je pense, mais c'est pas grave, qui va permettre d'imprimer. Donc, une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. C'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. Il y a ton podcast, il y a Dans l'arène, il y a les héros de la vente. Démerdez-vous. C'est bien. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Et du sport et une vie saine. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce qu'on peut travailler ensemble? Une croyance limitante que tu as su briser. Les gens, ils en ont rien à foutre de vous. Donc arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de décrocher votre téléphone. Arrêtez d'avoir peur de déranger. Les gens, ils se rappelleront pas de vous dans quelques heures parce qu'ils ont aussi plein de choses à faire. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ils se rappellent pas trop de ce que tu leur as dit, mais ils se rappellent comment ils se sont sentis à côté de toi ou avec toi. C'est ça qui est assez fou. Ouais, les émotions parlent beaucoup plus là-dessus. Ouais, tu peux le vérifier en soirée, par exemple. Tu te dis, merde, j'ai dit des conneries. Puis en fait, au final, la personne s'est tellement bien sentie avec toi que ça s'est très bien passé. Elle a complètement oublié ce que tu lui avais dit comme connerie. C'est clair. Avant de se dire au revoir, Enzo, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Thomas Rivol. Thomas Rivol, il est costaud, j'aime bien Thomas. D'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver enfin, Enzo? Sur les réseaux sociaux? Écoute, ouais, sur LinkedIn, majoritairement sur LinkedIn. J'ai pas trop de réseaux à côté. J'ai la petite page Instagram du podcast Phoenix, si ceux que ça intéresse. Du coup, ça s'appelle Phoenix Podcast sur Insta. Puis c'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr. Et sinon, majoritairement sur LinkedIn. Vous embêtez pas. D'accord. N'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Je réponds à tous les messages sans exception. Parfois, j'ai un peu de retard, mais je réponds toujours aux messages. Ok. Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur? Commercialement, de tout éclater, d'éclater les objectifs, d'être toujours au-dessus des 100% de performance. Moi, c'est ça que je target toujours. D'accord. Bon, super Enzo, je te remercie. Passe une bonne journée. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup Marc. À plus, c'était très sympa. Ciao, ciao. Ciao. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.